Freezing cold in Einstein Tuesday. You the cold maze, say one freezing cold in Einstein Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Lou Bobin. Et moi, Julien Guimont, et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Frédéric Socher. Merci d'avoir accepté l'invitation, Frédéric. Merci à vous. Frédéric, vous êtes cinéaste, auteur de nombreux livres et essais sur le cinéma et aussi professeur en scénario, réalisation et production à la Sorbonne 1. Bravo, Personne n'est parfait. Sacré CV. Alors si on vous a invité aujourd'hui pour évoquer ensemble la bobine du jour, c'est que vous avez eu la chance de la faire tourner en 2011 dans votre film HH Hitler à Hollywood et pour laquelle vous avez aussi une immense admiration. Alors sans plus attendre, dévoilons le nom de cette bobine grâce à Marcella Ratafia qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Hein. On le regrette, Lou, mais elle avait un empêchement. Mais elle a quand même tenu à nous gratifier dans son traditionnel portrait. Cette bobine-là, c'est une sacrée. Elle vient de partir déposer le bilan auprès du grand barbu à plus de 100 piges. Si on l'a accusée d'avoir le diable au corps, c'est aussi qu'avant ses 20 printemps, celle qui s'appelle encore Micheline Michel est plutôt connue pour faire la jeune première bien bousculée que la rombière effrontée. Pendant l'occupation, elle tourne à bloc et se fait draguer dans Falbala par Raymond Rouleau. Bonjour la dégaine. Après s'être attirée les foudres des anciens combattants, elle va se faire oublier gentiment à Hollywood. La quarantaine pimpante, elle reviendra casser la baraque au ciné dans des rôles jamais classiques et le poste de télé avec les Saintes Chéries. Elle élèvera seule celle qui fut longtemps la seule à avoir remporté le César de la meilleure réal. Gouailleuse, rigolote et charmante, cette bobine qui nous manque déjà, c'est Micheline Prel. Alors Frédéric, nous allons aujourd'hui parler donc de Micheline Prel, qui au-delà du fait qu'elle fut l'une des doyennes du cinéma français, et elle nous a quittés récemment malheureusement, elle fut surtout une actrice à la longévité étonnante. On l'a dit, hein, vous l'avez fait tourner dans HH Hitler à Hollywood, dont nous allons reparler un peu plus tard. Mais première question, qu'est-ce que t'évoques Micheline Prel et comment t'es venue l'idée de ce film qui s'annonce comme un faux documentaire sur elle à la base? Mais d'abord, je trouve que c'est une très bonne idée de faire une émission autour d'elle, parce que c'est l'une des plus grandes actrices dans l'histoire du cinéma français, selon moi, mais je ne suis pas le seul à le penser. Et comme tu l'as dit, qui a eu une très longue carrière. D'abord, elle a commencé très jeune, avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et elle a tourné jusqu'à environ l'âge de 90 ans. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire 2 films avec elle, l'un qui s'appelle Hitler à Hollywood. Alors, HH Hitler à Hollywood, c'est le titre du film comme il est sorti en France, parce que le distributeur ne voulait pas du titre Hitler à Hollywood, que personnellement, je préfère. Ah, d'accord. Parce qu'il est plus provoquant. Elle a accepté de tourner, c'est son dernier film qui s'appelle Je veux être actrice, donc c'est un titre intéressant dans un reflet, puisque c'était ma fille qui à l'époque avait 10 ans et qui rencontrait une série d'acteurs et Micheline Prel, qui chacun lui racontait un petit secret sur le métier, qu'est-ce qu'être acteur. Et donc à 2 reprises on a tourné ensemble et c'était vraiment une rencontre exceptionnelle, pas seulement pour l'actrice mais aussi pour la personne, parce que c'était d'abord quelqu'un de passionné de cinéma, de très curieux, toujours curieux des nouveaux films, des nouveaux cinéastes. Jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, elle a été voir les films en salle. Elle habitait dans le quartier de l'Odéon, et donc elle allait voir 2 à 3 fois par semaine les nouveaux films. Elle voulait voir les films des jeunes cinéastes, des premiers longs métrages, et elle avait comme devise, une devise que j'ai adoptée personnellement et que j'aimerais qu'on adopte tous, ou en tout cas le plus possible d'entre nous peut adopter cette devise, je pense, c'est « restons curieux ». Rester curieux de la vie, rester curieux du cinéma, être ouvert aux autres. Voilà, c'était ça, là, c'est qu'elle transmettait, Micheline Prel,
au-delà d'être une immense actrice. Oui, parce que c'est vrai, on l'a dit, sa carrière est étonnamment longue. Et c'est vrai que jusqu'au bout, elle a tourné avec de jeunes réalisateurs, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Non, et puis ce qui est très, très amusant, ce que vous dites sur sa devise, j'ai eu la chance de la voir moins que vous, mais de la côtoyer à plusieurs reprises. Et quand elle disait « restons curieux », elle donnait un exemple très amusant. Alors on prenait le thé avec elle dans sa maison de retraite et elle disait bah, « là par exemple, faut rester curieux. Exemple, j'ai un morceau de chocolat sur la table. Je vais prendre 5 minutes. Je vais bien le regarder. Je vais l'admirer, mais c'est surtout parce que je sais que dans 2 minutes, je vais me le faire. Quoi. Et elle avait cet humour, tout ça. Et c'est vrai que ce côté, voir beaucoup de films, s'intéresser énormément à ce qui se faisait de neuf, s'entraîner forcément avec les réalisateurs et le milieu du cinéma, une compagnie qu'elle n'appréciait pas forcément, c'est amusant. Elle n'était pas du tout mondaine, par ailleurs. Elle n'était pas mondaine, Ouais. et c'est ça qui est très amusant, c'est qu'elle racontait que dans les années 50, elle allait voir les nouveaux Mizoguchi qui sortaient, alors que très peu d'acteurs, finalement, étaient aussi cinéphiles qu'elle. Ça, c'est une nouveauté, je trouve, par rapport aux autres acteurs dont on parle habituellement. Et comment tu es venu alors à Micheline? Pourquoi avoir fait le choix de faire un... Donc on l'a dit, ça commence un peu comme un faux documentaire où Maria de Medeiros veut faire un documentaire sur Micheline Prel, et après ça prend des proportions, des tournures d'un film d'aventure. Mais pourquoi particulièrement Micheline? Depuis tout petit, tu l'as admirée? D'abord, mais c'est le propre de, j'espère, tous les cinéastes. Donc vraiment, c'est pas original, mais je suis un amoureux du cinéma. Et donc, quand on est un amoureux du cinéma, forcément, on est un amoureux des acteurs et des actrices qui sont dans les films. Alors, un amour platonique. Hein. Bien sûr, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Surtout dans la période dans laquelle Micheline Prel a tourné, il y a une sublimation. D'ailleurs, elle disait aussi souvent qu'elle préférait le noir et blanc à la couleur, parce qu'elle disait que le noir et blanc permettait de plus sublimer les acteurs et les actrices, en l'occurrence. Et donc... quand on est fasciné par des interprètes et qu'on devient soi-même réalisateur, on a forcément envie de tourner avec les personnes qui nous ont marqués comme spectateurs. Et donc, depuis tout petit, je voyais les films dans lesquels Micheline Prel avait tourné. Et donc, très naturellement, quand j'ai eu envie de faire un faux documentaire, dont la particularité était que chacun dans le film jouerait son propre rôle. Donc, tu l'as dit, Marianne Medeiros joue le rôle de Marianne Medeiros, Micheline Prel joue le rôle de Micheline Prel. Il y a aussi plein de guests dans le film. Il y a Tony Marshall, sa fille. Il y a Tony Marshall, bien sûr, mais il y a aussi des personnalités comme Edouard Baird ou des cinéastes comme Wim Wenders, donc chacun a accepté de jouer le jeu. Et donc, il fallait qu'elle accepte de mettre en lumière sa propre carrière d'actrice et qu'on mélange la réalité avec la fiction, puisque dans le film, ce qui est une pure invention, elle aurait tourné avec un réalisateur qui s'appelle Luis Aramsheck, qui n'existe pas, hein, qui est une invention pour le film, et qui aurait mystérieusement disparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc Marianne Medeiros va partir à la recherche de Luis Aramsheck, qui aurait été une grande histoire d'amour de Micheline Prel. Donc il fallait qu'elle ait suffisamment de côté ludique et de dérision pour accepter de mélanger le vrai et le faux, tout en prêtant sa carrière d'actrice au film. Et donc on a écrit évidemment le scénario en mélangeant des éléments vrais de sa carrière, avec des éléments purement inventés. À quelques moments du film, vous passez des extraits justement de ses rôles les plus connus, mais c'est complètement fou comme film. Et puis le choix de l'acteur que vous avez fait pour jouer Aramsheck, moi quand j'ai commencé à voir le film, je me dis « sa tête me dit quelque chose ». Et pour certains auditeurs qui regarderont le film, regardez bien, parce que vous l'avez vu dans beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale, et je trouve ça très amusant d'avoir choisi ce personnage pour incarner... Il s'appelle Hans Meyer, en l'occurrence. Il s'appelait, puisque malheureusement il a disparu lui aussi depuis. Mais c'est vrai qu'en lisant, on va sûrement en reparler, mais en lisant une des rares biographies de Micheline Prel, en tout cas autobiographie, qu'elle a réalisée avec Serge Toubiana. Elle n'a pas forcément envie de parler d'elle, de sa carrière, ça ne l'intéresse pas trop. Et je pense qu'elle a réussi à être convaincue par ton sujet, parce que justement, elle racontait un faux passé. Oui, mais alors j'ai une anecdote à raconter qui n'est pas qu'une anecdote, parce que je pense que ça dit quelque chose sur elle aussi. C'est que quand j'ai voulu lui proposer le rôle, elle a accepté que je vienne chez elle, donc dans son fameux appartement qui est un duplex dans le quartier de l'Odéon. Et elle n'avait pas lu le scénario, elle n'avait pas voulu le lire. Elle a voulu que je lui raconte l'histoire. Ah, d'accord. De vive voix. Et donc, c'est un peu stressant, non, la première fois qu'on non, je trouve ça formidable, parce que vrai ça m'est arrivé avec 2 acteurs, elle et un autre acteur avec qui j'ai eu la chance de tourner à 4 reprises, qui est mort aussi malheureusement, qui était Michael Lonsdale, qui est un immense acteur. C'est intimidant quand même. Hein. Et les deux avaient ce point commun, c'est qu'ils avaient envie de dire, voilà, si vous me donnez envie, si tu me donnes envie comme réalisateur de faire le film, je le fais. D'accord. Et donc l'idée, c'était pas simplement de raconter le scénario, c'était de voir l'enthousiasme qu'il y a derrière, et surtout qu'ils sentent
c'est communicatif. Je parle d'un strict point de vue platonique. Hein. Le désir qu'on a de travailler avec un acteur, avec une actrice, l'envie qu'on a de travailler avec quelqu'un, ça peut être avec des techniciens aussi d'ailleurs, l'envie qu'on a de travailler ensemble parce qu'on sait ce qu'a fait telle ou telle personne et qu'on admire son travail et qu'on a envie de travailler avec cette personne. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas tricher avec cela. Et qu'un acteur ou une actrice, quand il sent qu'il y a une démarche sincère de la part du réalisateur, eh bien forcément, ça peut être communicatif. Et donc, ils sont prêts, ils sont curieux, ils ont envie de vivre des nouvelles expériences artistiques. Et donc, elle a toujours, Micheline Prel, été ouverte à de nouvelles propositions de cinéastes qui n'étaient pas forcément connues. Et donc, à la fin de notre entretien, qui a duré 1h30, elle m'a dit « Je le fais ». Je dis, mais Micheline, vous ne voulez pas plutôt d'abord lire le scénario avant de me donner votre accord ? Oui, je peux le lire, c'est une pure formalité. Ce que vous m'avez dit me plaît. Donc, à moins que dans le scénario, ce ne soit pas du tout synchrone avec ce que vous m'avez raconté, où là, effectivement, ça poserait un problème. Si le scénario est fidèle à ce que vous en dites, eh bien, je fais ce film parce que jamais dans ma vie encore, on m'a demandé de jouer le rôle de Micheline Prel. Et donc, de faire de moi un personnage de bande dessinée, le voyez comme ça m'amuse beaucoup. On cherche un film qui a disparu et on tombe sur une bande-annonce d'un autre film qui n'existe pas. Et qui s'appelle Hitler à Hollywood. Un titre pareil, ça passe pas inaperçu. C'est rangé par ordre chronologique ? Seulement l'hiver, en été jamais. Louis Aramchek. Il a disparu et le film avec lui. Mon père disait, il faut faire rêver, jamais rêver soi-même. Le rêve, c'est pour les autres. J'étais pas au courant pour les autres. Il travaillait sur un projet secret. Un documentaire ? Mais un truc un peu sulfureux. Comment il a disparu, Aramchek ? C'est quand même pas parce qu'il défendait le cinéma européen qu'on l'a fait disparaître. Le cinéma européen à l'époque était en train de prendre le pas sur Hollywood. Hollywood, c'est un enjeu économique énorme. On est en train de fabriquer un complot mondial, quoi. Prends la caméra. J'ai peur, Thomas. Alors Lou, donc on a évoqué Micheline Prel, parlons peut-être de ses origines, de ses débuts. À ses débuts, elle ne s'appelait pas Micheline Prel d'ailleurs. Non, elle ne s'appelait pas encore Micheline Prel, elle s'appelait Micheline Chassagne. Je bute sur le mot, si tu veux, je le refais. Non, on va le garder ça. On va le garder, c'est l'articulation merdique. Non, donc c'est vraiment, comme tu le disais Frédéric, c'est quelqu'un qui a passé sa vie entre le 5e et le 6e arrondissement. Elle est née dans le quartier, son père était plutôt un industriel. Sa mère, elle, était une artiste. Elle passait ses journées rue de la Grande Chaumière dans les ateliers qui existent toujours d'ailleurs. Et elle avait cette envie de cinéma parce qu'elle avait une grand-mère très rigolote qui l'emmenait au cinéma. Et puis elle avait une autre grand-mère paternelle beaucoup moins rigolote qui, en revanche, pour elle, c'était vraiment la dépravation, la vision des comédiens, comment on pouvait la voir dans le temps. Mon Dieu, ils ne sont pas enterrés dans un cimetière catholique, ça va être terrible. Et donc, elle a envie de faire du cinéma. Et il se trouve que son parrain a des antennes dans le cinéma et arrive à lui décrocher une petite figuration dans un film, le premier film avec Charles Trenet en vedette, qui s'appelle « Je chante ». Et il se trouve... Rappelle-moi la chanson, peut-être titre. Je chantonnais. Du soir au matin, oui, très belle chanson. Voilà. Et il se trouve qu'au moment où elle fait ça, elle arrive à décrocher un engagement pour jouer dans un petit musical. Et elle se fout la rate au courbouillon parce qu'elle a caché à sa famille qu'elle tentait de monter sur les planches également. Et elle fait une jaunisse et donc elle n'a jamais pu finir le film. Je crois qu'on la voit vraiment très très subrepticement dans ce film. Et on voit pas la jaunisse vu que c'est en noir et blanc. Et on voit pas la jaunisse, les avantages du noir et blanc une fois de plus. Et donc du coup, il faut quand même qu'elle prenne des cours de comédie et elle tente le cours Raymond Rouleau, qu'elle retrouvera plus tard dans sa carrière, stressée comme pas possible. Et elle est engagée avec Reggiani. Ce sont les deux pris au cours. Et donc elle commence à prendre ses cours de théâtre et puis elle est repérée pour faire un film, un des derniers films de Pabst avant qu'il se mette plutôt au service du régime nazi, qui s'appelle Jeune fille en détresse, qui est une petite bleuette tout à fait charmante, qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans un pensionnat. Et toutes ses petites camarades sont déprimées parce que leurs parents divorcent. Et en fait, ce qu'elle ne leur dit pas, c'est que l'avocat chargé des divorces de leurs parents, c'est son papa. Et donc, elle se retrouve à baigner là-dedans. D'ailleurs, au cours de ce film, elle s'appelle Jacqueline Prel. Et c'est celui qui joue le rôle de son père, André Luguet, qui lui dit « Mais ça serait un super nom de scène, il faudrait que tu gardes ça. » Et donc, le film n'est pas tout à fait fini, mais il se trouve que dans les rushs qui sont visionnés dans les salles de visionnage, il y a Abel Gance qui passe une tête, enfin plutôt un assistant, et qui tourne un nouveau film qui s'appelle Paradis perdu, qui va être un des plus gros cartons de toute l'occupation. Il a été tourné vraiment juste avant la guerre. Et d'ailleurs, il y a une anecdote amusante, c'est que le partenaire de Micheline Prel, Fernand Gravet, dans le film, il tourne une scène, ça se passe juste avant la déclaration de guerre en 14-18. Et au moment où les cloches sonnent pour annoncer la guerre dans le film en 14-18, le plan a été tourné le jour où a débuté la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un film avec une très grande symbolique.
et qui va vraiment la lancer à fond. Et puis il y a aussi un autre truc qu'elle va faire qui est assez incroyable, c'est qu'elle chante la chanson du film Paradis perdu, qui a été un énorme succès sous l'occupation. Et dans les Trois Glorieuses, disons rapidement ce que sont les Trois Glorieuses, c'est-à-dire Daniel Darieux, Michel Morgan et Micheline Prel, celle qui était associée à la chanson, c'était Darieux. C'est-à-dire qu'il y avait un film, Darieux enregistrait 2 chansons, et ça faisait de la com. Et donc là, c'est la nouvelle actrice qui va enregistrer des chansons pour ses films. Et... Oui, d'ailleurs, on entend cette chanson dans H, plusieurs fois, même dans le générique de fin, je crois. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu. Donc effectivement, tu l'as dit en plus, Lou, à cette époque, il y a 3 actrices, 3 grandes actrices, enfin surtout 2, Daniel Darieux et Michel Morgan, mais qui au début de la guerre, pour l'une va s'exiler, Michel Morgan, et pour l'autre, Daniel Darieux va rester, mais va avoir une carrière un peu difficile, parce que justement elle est en train de ménager un petit peu le cinéma de l'occupation, elle ne sait pas trop comment se prendre, et donc va s'engouffrer là-dedans Micheline Prel, qui elle va traverser la guerre avec succès. Avec succès. Après, il faut dire que pour Daniel Darieux, et peut-être que Frédéric, tu voudras revenir là-dessus, il se trouve qu'à cette époque-là, pour que le cinéma français puisse être relancé, il y a une société de production qui se monte en France, qui s'appelle La Continentale, qui est une société à capitaux allemands, mais française, où en gros, les Allemands sont arrivés à Paris, ils ont dit c'est pas compliqué, si j'ai pas 5 réalisateurs, 5 grands techniciens et 5 grandes vedettes qui signent, on ne donnera aucune autorisation. Et bien sûr, ils ont fait pression sur beaucoup de comédiens, dont Daniel Darieux, parce que son compagnon était détenu prisonnier Porfirio Rubirosa en Allemagne. Elle a été obligée de faire le voyage en Allemagne, le fameux train de la honte. Et quand elle arrive en Allemagne, elle a fait 2 jours et elle s'est barrée avec son amant. En revanche, Micheline Prel, elle, s'est retrouvée avec beaucoup de comédiens dans le sud de la France. Et là, il y a quand même le cinéma qui continue, qui a repris sur la côte, et c'est ce qui lui permettra aussi de jouer au théâtre. Il va travailler avec Marcel L'Herbier, avec Marc Allégret, tout ça. Ouais. Et alors justement, est-ce que Michel Morgan ou Daniel Darieux ont été aussi des muses pour vous, des actrices que tu as admirées, et pourquoi elles ne sont pas dans le film? En tout cas, c'est pas un hasard si on appelle ces 3 actrices les trois glorieuses, parce que je pense qu'elles ont un point commun toutes les 3, c'était qu'elles étaient extrêmement modernes comme femmes pour l'époque. Oui. Et modernes comme actrices dans le jeu d'acteur, mais modernes aussi dans leur vie, puisque là, tu évoquais à l'instant la vie privée de Daniel Darieux, qui a toujours voulu une grande liberté dans sa vie privée et qui était prêt. Là, elle a joué gros sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a été prise entre l'amour et le chantage des autorités allemandes qui occupaient la France. Et Micheline Prel aussi a toujours été d'une grande liberté dans sa vie, dans ses choix. Et donc, c'est pour ça que c'est bien aussi d'en parler dans le cadre de cette émission, parce que je pense que c'est 3 femmes libres. Oui, tout à fait. Et donc, 3 femmes qui ont aussi marqué l'histoire du cinéma français de par les films auxquels elles ont participé. Oui, elles ont vraiment une carrière parallèle, un destin qui se croise. Elle représente assez bien, sous l'occupation, un peu les 3 possibilités qu'il y avait. Après, c'est sûr que pour celle qui a le mieux réussi, ça reste Micheline Prel, parce qu'elle se retrouve par exemple dans un film invraisemblable. Elle fait 3-4 films avec lui, avec Marcel L'Herbier, qui s'appelle La Nuit fantastique. Elle aime beaucoup Marcel L'Herbier d'ailleurs. Marcel L'Herbier, qui pourtant était considéré comme un réalisateur sur le retour. Depuis Le Muet, c'était un peu laborieux, le cinéma parlant, et qui fait des films avec des dimensions très, très oniriques. Il y a beaucoup de films comme ça sous l'occupation, qui se passent en rêve, où là, elle fait une apparition, une espèce de fantôme. Il y a des scènes invraisemblables où elle fait semblant de téléphoner avec une cuisse de poulet. Enfin, c'est des trucs un peu barrés. Et il lui permet d'entrer dans la comédie, parce que peut-être que tu voudrais en parler. C'est quand même une actrice de comédie sur le tard, parce qu'elle commence dans des films avec énormément de pathos. Et lui laisse la possibilité, peut-être qu'elle t'en a parlé plus longuement, mais de s'exprimer d'un point de vue plutôt humoristique. Ce qui est formidable chez Micheline Prel, je pense, je ne sais plus qui a dit cela, mais qu'elle faisait avec légèreté les choses graves et avec gravité les choses légères. Et c'est vraiment cela, en fait. C'est-à-dire qu'elle pouvait aussi bien exceller dans la comédie que dans des rôles beaucoup plus dramatiques, et en apportant toujours une grâce et une forme de légèreté. Mais on pourrait paraphraser, si on veut faire un petit peu savant, Nietzsche ici, et dire légèreté par profondeur.
C'est-à-dire qu'on peut être léger et profond à la fois. Et ça, c'était Micheline Prel. Et c'est vrai que contrairement peut-être à Michel Morgan, Micheline Prel avait l'œil un peu pétillant, rieur. On sentait qu'elle aimait Elle ça. avait un regard extraordinaire aussi. Michel Morgan a ri une fois au Oui, cinéma, mais dans Le Chat et la souris. Ça arrive en 75, ça met le temps. Quand elle s'est brûlée. Alors que pendant cette période, quels vont être les films qui vont la rendre célèbre, justement, Lou? Il y a donc effectivement Paradis perdu, La Nuit fantastique a énormément bien marché. Et puis après, bien sûr, vont arriver Félicie Nanteuil et Falbala, qui sont à chaque fois des tournages très compliqués, puisque en cette période, on ne peut tourner que la nuit, à cause des restrictions d'électricité. Et je vous passe les coupures d'électricité dues au bombardement. Il fait très froid. D'ailleurs, c'est des films, et c'est Tavernier qui en parle le mieux, c'est des films où on voit que tout le monde a froid. C'est-à-dire on voit vraiment apparaître de la buée à l'écran. Et donc c'est très compliqué pour eux, et ils ont une vie complètement parallèle. Les comédiens, pour le coup, pendant l'occupation, c'est très dur. On invente de nouvelles professions sous l'occupation. Et il y a encore un monsieur qui a fait ça et qui est vivant aujourd'hui, qui était redresseur de clous. Qui était chargé, pour économiser les clous ? Pour économiser les clous, qui était chargé de ramasser les clous dans les studios pour les redresser et faire des... Enfin, c'est complètement dingue. C'est une période délirante, l'occupation. Et là, donc, effectivement, on va en reparler régulièrement, mais Micheline Prel prend son destin en main, c'est une comédienne libre. Elle va même pouvoir éventuellement jouer avec Jean Gabin dans un film de Jean Delannoy qui s'appelle Les Jeux sont faits, un film scénarisé par Jean-Paul Sartre. Elle demande effectivement d'engager Jean Gabin parce qu'on lui propose de choisir son partenaire, sauf que la production refusera, parce que Gabin, qui lui est parti aux États-Unis, il revient, il est un peu has-been, donc la production refuse, et elle propose même de lui donner son cachet si jamais ils acceptent de le prendre, et non, refus total, malheureusement. Le cas de Gabin est un peu particulier, parce que tout comme Michel Morgan, il part au tout début de la guerre aux États-Unis, et quand il revient, en fait, gueule d'amour, a les cheveux blancs. Il s'est engagé dans les forces françaises libres, et donc du coup, plus personne n'en veut. Et c'est arrivé à beaucoup de comédiens, Morgan, Darieux ou Gabin, qui reviennent après-guerre, où ils trouvent rien, et c'est des films qui sont très durs pour eux. Mais Micheline Prel continue sur sa lancée et a l'opportunité de choisir ses sujets, ses techniciens et les acteurs avec qui elle veut tourner. Et donc ça va l'amener justement à son projet qui va la rendre très célèbre à la sortie de la guerre, qui est... Le Diable au corps, bien évidemment. Et voilà. C'est fini pour nous deux. François, je n'ai jamais été aussi heureuse. Je vous ai vu. Je vous ai vu tirer les rideaux. Oh, François, tu vas te moquer de moi. Mais tu vas me dire encore que je suis une petite bourgeoise. Mais maintenant, je sais que Dieu a récompensé notre amour. Que nous n'avons rien fait de mal. Donc, est-ce que tu l'as vu, Le Diable au corps ? Et comment Combien de fois, je veux dire, plutôt ? Pas qu'une fois. Alors, je ne sais plus le nombre de fois, mais ça doit être 5, 6 ou 7 fois. Je ne pourrais pas dire exactement, mais en tout cas, je l'ai vu et revu. C'est un grand film de Claude Autant-Lara, avec Gérard Philippe, évidemment, qu'elle a choisi, comme tu le disais. Et donc, Gérard Philippe doit, je pense, sa carrière, en tout cas au cinéma, le premier grand rôle qu'il a, c'est Le Diable au corps, et il va être évidemment remarqué dans ce film, et remarquable aussi. Et donc, là aussi, film d'une grande modernité de par son sujet, puisque c'est une femme plus âgée qui tombe amoureuse d'un jeune homme, et donc il va y avoir une grande histoire d'amour entre Gérard Philippe et Micheline Prel. Et donc, il y a une virtuosité cinématographique aussi de Claude Autant-Lara dans ce film-là, en tout cas. Et donc, oui, c'est un grand film du cinéma français. Oui, alors que pourtant, en plus, Gérard Philippe avait, dans un premier temps, refusé le rôle, parce qu'il se trouvait pas assez jeune, donc trop vieux, effectivement. Mais après la lecture du scénario, il a quand même été convaincu. Ils ont réussi à le convaincre, et c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'en fait, Micheline Prel l'a repéré pendant l'occupation, parce qu'il se trouve que Micheline Prel a créé la première pièce d'un auteur de théâtre qui s'appelait André Roussin, qui est devenu par la suite très connu, et qui on doit... Lorsque l'enfant paraît, Les œufs de l'autruche, des grands classiques de ce qu'on appelle, si tu le dis, un peu vulgairement des auteurs de boulevard, mais que Michel Faux remet à l'honneur de temps en temps. C'est vrai. Et il se trouve que la pièce qui suit, elle repère, qui est toujours une pièce de Roussin, qui s'appelle Une grande fille toute simple, elle repère Gérard Philippe. Alors, dans les grandes femmes qui ont repéré Gérard Philippe, il y en a deux. Donc, il y a Micheline Prel et Edwige Feuillère, qui, paraît-il, aussi l'aura vu dans une autre pièce avec une tronche d'ange, pas possible. Bon. Et donc, tout ça pour dire que Micheline Prel le veut absolument. Et si tu as été dans l'appartement à l'Odéon, je ne sais pas si tu as en mémoire, mais elle avait une étagère où elle avait une dizaine de bouquins sur Gérard Philippe. Absolument. Et c'était absolument fou de la faire parler de Gérard Philippe, parce que dès qu'on lançait un nom de film dans lequel il y avait Gérard Philippe, elle faisait « Ah, Gérard !»
Et de Radiguet aussi, les différents les livres de Radiguet aussi. Et les livres de Radiguet. Oui. Et donc il y avait vraiment une fascination, je pense, pour après... Elle a avoué par la suite qu'elle était un petit peu amoureuse de lui, d'ailleurs. Il y a peut-être une petite parenthèse à faire ici sur la politique des actrices. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la politique des auteurs, donc ce sont les réalisateurs ou les réalisatrices qui portent un film. Et je pense que Micheline Prel est l'exemple vivant d'une actrice qui, de par sa présence, est au centre de la réussite artistique d'un film. En tout cas, dans tous les films où elle a eu un rôle principal. Et je pense à une critique actuellement qui écrit dans Libération, qui s'appelle Camille Nevers, et qui a fait récemment des conférences au Forum des images aussi sur la politique des actrices. Et que c'est une notion intéressante de voir comment une actrice, comme Micheline Prel, peut éliminer un film, le porter, et que bien sûr, je ne vais pas dire le contraire, puisque je suis réalisateur, la mise en scène est importante, et quand dans un film comme Le Diable au corps, la mise en scène de Claude Autant-Lara et le rôle de Gérard Philippe participe bien sûr de la réussite du film, mais sans Micheline Prel, je pense que le film ne serait pas du tout pareil, ne serait pas fait, et donc il y a une sorte de... Ne se serait pas fait, c'est intéressant, parce qu'il y a une sorte de pouvoir qu'avait Micheline Prel, le pouvoir de l'actrice à l'écran, et aussi pour permettre que le film arrive sur l'écran. Parce que n'oublions pas que quand même Le Diable au corps avait fait scandale à l'époque de sa parution. Et donc, d'ailleurs, quand il a été projeté à Bruxelles, l'ambassadeur de France qui était assis dans la loge voisine, au Festival de Bruxelles. Festival de Bruxelles, ouais, oui. Et l'ambassadeur de France s'est levé en disant « C'est un scandale !» Et après, il a prétexté qu'il avait une migraine, mais bon, tout le monde s'était bien aperçu. Il y avait des petites puces de lit dans mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux actrices, parce que quand on regarde l'histoire du cinéma, en particulier les décennies 30-40, en fait, il y a énormément de films qui se font sur des actrices. En France, on a Darieux, Morgan, Prel ou Edwige Feuillère, qui était aussi très bankable. Et aux États-Unis, on a Katharine Hepburn, Betty Davis, Joan Crawford. Enfin, Betty Davis est la première à avoir claqué la porte de la Warner, parce qu'il signait des contrats de 7 ans où il tournait que des bêtises, il ne pouvait pas choisir. Et elle a envoyé chez tout le monde. Et c'est vrai qu'après la guerre, on a du mal, à part des actrices très installées, à avoir de nouveau des films qui sont portés par des femmes. Ça devient un peu plus secondaire. Mais dans le cas de Micheline, bon après, sur l'histoire du Diable au corps, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Claude Autant-Lara raconte dans ses mémoires, qui ont été publiés dans les années 80, au moment où il a viré extrême droite. Et ce qui est moins rigolo. Il écrit en capital, en lettres majuscules, dans son bouquin, qu'il a fait le Diable au corps pour emmerder Cocteau, parce que Cocteau adorait Radiguet. Et bon, c'est super. C'est une vengeance qui était un bon film, en fait. Alors, on ne peut pas, avec certitude, dire quelle est la version qui est la bonne, même si je pense que j'aurais plutôt tendance à croire à Micheline Prel, mais ce qu'on sait, c'est que Micheline Prel est restée toujours positive jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a jamais eu un seul propos aigri, alors que Claude Autant-Lara, lui, était d'une aigreur totale. Parce qu'il n'arrivait plus à tourner. Personnellement, je me méfie toujours des personnes aigries, parce que je pense que l'aigreur et leurs sentiments ne sont pas quelque chose qui porte vers le haut. Et donc, Micheline Prel, est restée d'une grande classe jusqu'au dernier jour. C'est vrai qu'à dans ses mémoires, elle ne dénigre personne. Elle ne dénigre personne, et l'histoire qui est quand même, que j'ai envie de croire, qui est quand même beaucoup plus jolie sur le Diable au corps, c'est que Cocteau lui aurait offert un livre qu'il lui aurait signé. Le Diable au corps, en disant « Tu devrais lire ça ». Et je trouve ça plus joli que ce monsieur Autant-Lara qui, bien qu'il ait été un grand réalisateur, a dit beaucoup de choses terribles. Ah oui. Mais alors, Micheline, comme beaucoup de ses contemporaines et collègues, a été appelée par les sirènes d'Hollywood. Elle a fait un petit passage, effectivement, chez les Américains, Lou. Mais c'est quelque chose qui est arrivé donc aux Trois Glorieuses. Encore une fois, c'est trois femmes qui ont des destins liés. Daniel Darieux s'est retrouvé une première fois aux États-Unis avant la guerre, ce qui a donné un film avec Douglas Fairbanks, Rage of Paris, qui est pas dingue, qui est pas fou. Et donc Morgan suit pendant l'occupation, et il se trouve qu'au moment où Micheline Prel signe son contrat avec Paul Gratz, je ne sais pas si je le prononce bien, le producteur du Diable au corps, elle signe un contrat avec Paul lui. Gratz, c'est ça, oui. Pour 6 films, 3 en France, 3 aux États-Unis, et donc elle part voir un peu ce qui se passe à Hollywood, et sur le bateau, elle va tomber amoureuse, du mari de Michel Morgan, Bill Marshall, et donc elle va faire une partie de sa carrière aux États-Unis. Relativement courte. Ce qui est très difficile pour ces actrices, c'est qu'elles se retrouvent dans le système hollywoodien, où on lui dit demain tu tournes, dans 15 jours tu tournes ça, aucun droit de regard sur le scénario, elle n'avait même pas le droit de se maquiller. Elle a réussi à imposer par la suite le fait de se maquiller elle-même. Mais c'est vrai que quand on voit, il y avait une émission qui avait été faite avec Darieux, Morgan et Prel, où elle racontait Hollywood.
Et les trois se marraient en disant on arrivait à 6h du matin, Ava Gardner était déjà à moitié bourrée en train de se servir des whisky pour tenir tellement la pression était folle. Et pour chacune de ces actrices, je crois que ça a été un crève-cœur Hollywood. Mais il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque, puisque Hollywood, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui dans la manière dont fonctionne Hollywood en 2024. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était sous contrat comme acteur avec un studio. Et donc, effectivement, que ce soit un acteur ou une actrice, là, c'était non-genré, on était obligé d'accepter les rôles que le studio proposait. On était sous contrat. On était employé, quoi. Voilà, on était employé. Et ce qui est vrai pour les acteurs, l'était aussi pour les réalisateurs, pour les techniciens, pour les scénaristes. Et donc, elle n'avait plus du tout la même liberté que celle qu'elle avait en France de choisir les scénarios et a fortiori les partenaires de jeu avec qui elle pourrait tourner ou les réalisateurs. Et donc, je pense qu'elle a été très malheureuse à Hollywood, elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle a été très malheureuse pour 3 raisons, sans doute. La première, c'est celle de ne pas avoir eu de grands films hollywoodiens. Elle a failli tourner dans l'affaire Cicéron de Mankiewicz, qu'elle n'a pas fait finalement parce qu'elle est tombée enceinte de ce qui deviendra plus tard Tony Marshall. Et qui a eu le rôle alors Darieux. Encore. Et puis, elle a aussi souffert, je pense, quand elle est revenue en France. Elle a senti comme un désamour du public français de l'époque, en tout cas c'est ce qu'elle a dit à plusieurs reprises, comme si le public français de l'époque lui en voulait d'être parti écouter les sirènes d'Hollywood. Et elle a été malheureuse aussi parce que le mariage avec Bill Marshall ne s'est pas bien passé. Très rapidement, ils vont divorcer. Et donc c'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Donc à la fois dans la vie privée et dans la vie professionnelle, l'expérience hollywoodienne pour Micheline Prel ne sera pas ce qu'elle retiendra de mieux dans son parcours. Mais c'est vrai que c'est aussi le cas d'une autre manière pour Michel Morgan et pour Daniel Darieux. J'ai donc signé avec la Fox. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas en dehors d'un mari? C'est-à-dire sur le plan professionnel, est-ce qu'il y a eu rien. quand même? C'est ça. D'ailleurs, aucune actrice française réellement, en tout cas à cette époque-là, a fait quoi que ce soit. Au bout d'un an, j'ai été voir Daryl Zanuck, qui était un homme intelligent, charmant, comme ça. Je lui dis, voilà, moi, depuis 2 ans, je comprends pas pourquoi on m'a fait venir ici pour me faire faire ce qu'on me fait faire. Je trouve que c'est sans intérêt. C'est sans intérêt pour moi, puis c'est sans intérêt pour vous, parce que vous me payez, et puis je ferai jamais rien, et puis je veux dire, vous ne sortirez rien de moi, et puis je veux dire que je peux pas réussir ici en faisant ce que vous me faites faire, c'est pas possible. On m'a proposé un truc qui était le plus mauvais film de Fritz Lang. Proposé, quand je dis proposé, parce qu'à cette époque-là, on vous proposait pas. On vous donnait un film à faire. Ah oui, on vous donnait un film à faire, et puis on était bien obligé de le faire, parce que autrement, on avait un procès. Enfin, je veux dire, c'était pas possible. Ah oui, absolument. Alors, à ce moment-là, j'ai fait donc avec ce merveilleux Fritz Lang, son plus mauvais film. Et c'était un truc qui s'appelait Guérilla aux Philippines. C'était sur le retour de MacArthur. Ça n'avait absolument aucun intérêt. Avec le meilleur scénariste d'Hollywood de l'époque, j'étais le voir. Je lui ai dit, écoute, franchement, c'est vraiment pas bon. Il me dit, comme ça, il n'osait rien dire. Personne n'osait rien dire. Tout le monde avait peur. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Et je l'ai fait. Et j'étais à Manille. Et puis c'était une idiotie, quoi. Puis il n'y a pas de doute, c'était une idiotie. Puis on le savait tous, puis on le faisait. Mais c'est vrai que pour toutes ces actrices, Micheline Prel, elle, quand même, quand elle part aux États-Unis, elle vient de faire donc Félicie Nanteuil. Elle a fait, on a dit, Paradis perdu, Le Diable au corps. Il y a évidemment le film qui la sacralise, mais moi je trouve qu'elle n'a pas le rôle le plus important de sa carrière, c'est quand même Falbala, qui est devenu complètement mythique. Avec Raymond Rouleau. Avec Raymond Rouleau, son ancien prof. bien sûr. Et c'est vrai qu'elle est... Qui est le film phare de Jean-Paul Gaultier. Exactement, qui était assez logique. À l'initiative de la rétrospective à la Cinémathèque sur la mode, qui était une très belle exposition par ailleurs. Mais donc c'est vrai qu'elle est tellement au sommet de sa gloire que quand elle revient en France, il y a cette réalité qui est que Darieux a réussi enfin à remonter la pente, Morgan un peu moins, et c'est pour ça qu'elle se retrouve, elle avait un projet de faire Le Rouge et le Noir, mais c'est pas elle qui le fait, c'est Daniel Darieux. Avec Brando en plus, elle voulait le faire avec Brando. Elle repérait les petits jeunes comme ça, elle l'avait repéré au théâtre quand elle était aux États-Unis, mais après dans le cas du Rouge et le Noir, elle n'en a jamais voulu à Daniel Darieux. Quand on les voit en interview, elles ont l'air super copines. Mais en plus, elle ne voulait pas jouer le rôle que joue Daniel Darieux dans le film. Donc ça aurait très bien pu marcher. Oui, on aurait pu avoir un casting incroyable. Finalement, elles ont joué ensemble ou pas dans un film Daniel Darieux et Micheline Prel? Il y a le Jour des Rois, qui est un film des années 90, où Micheline Prel joue 2 rôles. C'est l'histoire de sœurs qui font un repas de famille. Et il y a donc Daniel Darieux, Paulette Dubost, qui est dans La Règle du jeu,
Il y a Robert Lamoureux et Micheline Prel qui fait D'accord. 2 rôles. Et donc, c'est un peu une comédie absurde sur ces 4 sœurs qui essayent de faire un repas de famille qui Mais tourne un peu... c'est vrai qu'Hollywood, malheureusement, son passage à Hollywood a donné pas mal de films assez moyens, malheureusement. Donc elle était triste. Elle a même tourné quand même avec Fritz Lang dans un de ses plus mauvais films, selon l'avis de la plupart des critiques, qui s'appelait Guérillas, hein, c'est ça. Aussi un film La Belle de Paris avec John Garfield. Donc elle a quand même eu des partenaires, mais jamais pour des films qui ont marqué la mémoire du cinéma, malheureusement. Et quand elle revient en France, donc, on l'a dit, c'est un peu plus difficile. Heureusement, elle va avoir un petit regain avec le cinéma italien qui va lui donner des rôles un peu plus intéressants, je crois. Oui, c'est ça. Et puis après, comme on le disait en début d'émission, elle va commencer à s'intéresser aux jeunes cinéastes. Et comme tu le disais, Frédéric, immense cinéphile, toujours à la pointe de la mode, entre guillemets. Et elle va voir, dans un cinéma qui est aujourd'hui le UGC Rotonde, elle voit Lola de Jacques Demy. Et en sortant de la salle, elle dit pour moi, Lola, c'était au Fulse. Mais là, elle appelle son agent et elle dit je veux le numéro de ce jeune homme. Et donc, tout au long de sa carrière, elle a essayé de monter des trucs avec Demy. Il l'a fait tourner dans un sketch des 7 péchés capitaux. Et puis, il voulait la faire chanter. Il dit, il faut absolument que je te fasse chanter dans un film. Et puis, quand il arrive enfin à faire un truc, parce qu'elle loupe les parapluies de Cherbourg parce qu'elle avait un autre engagement, et c'est Anne Vernon qui prend le rôle, il lui dit, ça y est, j'ai un truc pour toi, c'est Podane, mais c'est le seul rôle où il n'y a pas de chanson. Et donc après, ils ont fait ça. Mais elle lui en voulait pas. Elle lui en voulait pas. Et puis, ce truc improbable, qui est l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, où elle fait la gynécologue de Mastroianni, qui est enceinte. Enfin, c'est assez drôle, et c'est vrai qu'elle va quand même aussi tourner avec De Broca, qui est tout jeune. Mais par contre, elle va rater un peu toute la bande de la jeunesse du cinéma français, donc la nouvelle vague. Ça va pas matcher entre eux. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ces cinéastes-là particulièrement ? Elle l'a la fois ratée et pas. Parce que elle a quand même tourné par la suite avec Claude Chabrol dans un film. Elle a quand même tourné avec Jacques Rivette dans un film. On citait Jacques Demy, qui est pas tout de suite, qui n'est pas loin de la nouvelle vague quand même, qui est proche de la nouvelle vague. Elle a tourné aussi avec Alain Resnais, pareil que Demy, qui est quand même aussi proche de la nouvelle vague. Plus tard. Donc je pense que les jeunes cinéastes, les jeunes Turcs, comme on les appelait au moment où la nouvelle vague éclot, c'est-à-dire à la fin des années 50, au début des années 60, avaient envie de tourner avec des jeunes actrices qui étaient inconnues. Et donc, c'est Anna Karina pour Godard, par exemple. Et donc, c'est l'idée d'un renouvellement de talent qui n'est pas que pour les actrices, qui est pour les acteurs aussi. Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy étaient totalement inconnus avant de tourner dans les films de la nouvelle vague. Il y avait un rejet un peu du Il y avait un rejet cinéma, pas forcément de tout le vieux cinéma, mais l'envie d'arriver avec quelque chose de neuf, en phase avec la nouvelle génération, et donc aussi avec des nouveaux acteurs, des nouveaux visages. Et donc, c'est seulement dans un second temps, comme tu dis plus tard, que certains d'entre eux, donc, dont Rivette et Chabrol, vont faire appel à elle mais pour des seconds rôles. Et là, ça repose une autre question qui est particulièrement cruelle pour les femmes, mais qui peut exister aussi dans une moindre mesure pour les hommes. C'est que, passé un certain âge, on n'a plus forcément les premiers rôles. Alors, c'est moins vrai, malheureusement, pour les hommes, mais j'espère que ça va changer et qu'il y aura de plus en plus de femmes de plus de 50 ans qui auront des rôles principaux dans les films. Mais à l'époque où on parle, dans les années 60-70, il n'y a pratiquement aucun film où une femme de plus de 50 ans a un rôle principal. Ou en tout cas, c'est pour toujours une alors grand-mère. C'est vrai pour plus davantage pour les hommes. Oui, et donc, il y a une inégalité entre les acteurs et les actrices, je dirais, de nature quasi sociologique, dans l'époque dont on parle, c'est-à-dire au moment où éclot la nouvelle vague. Mais contrairement à d'autres actrices, elle ne va pas disparaître. Elle va même faire un choix audacieux à ce moment-là. Elle va se tourner vers la télévision. C'est quand même assez fou, Lou. Alors, c'est assez fou parce que en France, nous, on a eu à peu près 10 ans de retard sur la télévision par rapport aux Américains. Les Américains, dès 1953, ils ont des sitcoms. Il y a George Byrne et Gracie Allen. Il y a I Love Lucy, qui est beaucoup plus connu, qui sont des shows importés de la radio pour la télévision, qui sont des épisodes de 25 minutes qui mettent en scène des couples, des quotidiens, ou le Jack Benny Program, qui était un des numéros 1, qui met en scène la vie d'un humoriste un peu pingre. Enfin, il y avait vraiment cette culture-là. Et en France, on n'arrive pas à la voir. En 1957, il y a une tentative d'Odette Laure et Pierre Louis qui tentent de faire un I Love Lucy français, qui n'est pas terrible, réussi. il faut dire. Et dans les années 60, Micheline Prel se lance dans une série avec Daniel Gélin, qui deviendra Les Saintes Chéries, qui est tournée par Jean Becker. Et écrit par Nicole de Buron. Exactement, et qui va donc donner un portrait de la femme moderne des années 60, montrer son quotidien, et c'est une aventure complètement dingue. Ils vont faire 3 saisons de ce truc-là, et ça va
marqué toute une génération de Français, parce que c'est une des premières vraiment grosses séries qu'on suit. Tout le monde voyait à l'époque, je pense. Enfin, il y avait énormément de spectateurs qui étaient... Oui, ce qui avait qu'une seule chaîne, il faut le dire aussi, mais c'était... mais c'était un des plus grands succès de ce temps-là. Ça marchait même mieux que Thierry Lafronde, paraît-il. Je n'aurais plus rien à vendre ce soir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, mon chéri, il faut quand même débourser 2 millions tout de suite. Ça demande réflexion. Mais mon minet, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir. On doit quitter l'appartement dans 6 mois. Et le propriétaire a dit qu'il nous accorderait pas 1 heure de délai. Puis on n'a rien trouvé, hein. Alors où va-t-on aller? Et ça te plaît vraiment, toi? Oh, bah écoute, c'est très bien. Ici, tout de même, on a les facilités américaines, tu comprends? Un décor royal, un luxe intégral, des dressing rooms, des bowling, des shopping centers. Évidemment. Et puis on aura quelque chose à nous. Oui, c'est bon, on va s'endetter pour 20 ans. Alors on se décide. Je fais un chèque. Oui, mon minet. T'es sûr, hein? Allez, on y va. Je vois que vous êtes décidé, vous avez raison. Je ne sais pas si tu en as parlé un petit peu de ce moment Essence Chérie, Micheline, avec... On en parlait spontanément parce que c'était quand même un des moments clés de sa carrière, mais j'ai pas d'éléments précis à donner autres que ceux qu'on connaît. Simplement, quelle intuition d'accepter ce rôle. Elle parlait souvent de l'instinct de l'acteur aussi, qu'elle acceptait les choses par instinct. Elle calculait pas les choses comme quelqu'un qui veut faire carrière. C'était vraiment une question de rencontre, d'envie, du moment. Le moment présent était très important pour elle. Elle disait toujours qu'il fallait vivre pleinement le temps présent. Et c'est peut-être ça aussi la définition de ce qu'est un acteur, d'ailleurs. C'est l'acteur, son talent est dans le présent. C'est pas dans un calcul du futur ou du passé. Okay. Et elle est toujours arrivée à rester en phase avec son temps, en fait. Elle a une approche du métier qui est aussi assez amusante, parce que bon, elle a fait le cours Raymond Rouleau, elle a fait un court passage chez René Simon pour retrouver un peu ses camarades, et d'ailleurs, elle retrouvera Daniel Gélin, donc après les années cours Simon, du coup, dans les Saintes Chéries. Mais elle, je me souviens, moi, j'ai fait le cours Simon, et quand j'avais été la voir, je lui avais parlé de ça, je lui ai dit, mais vous savez, j'y suis allée un peu à cause de vous, c'était comment et puis, oh oui, mais moi, vous savez, hein, j'aurais très bien pu faire un autre métier, j'aurais très bien pu être cordonnier. Alors là, j'étais en train d'essayer de m'imaginer Micheline Prel cordonnier, je me disais, oui, non, c'est vraiment une actrice. Et elle avait un côté très détaché par rapport au métier, alors que c'est vraiment... Mais elle faisait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ça, ouais. Mais ce qui est amusant aussi avec la mémoire, c'est que Micheline Prel, quand on lit des interviews, elle n'a pas une mémoire de date, elle dit que c'est du passé, comme tu dis, il faut vivre l'instant présent. Mais par exemple, pour le cours Simon, je lui demande, qu'est-ce que vous disiez au cours Simon? Oh, je sais plus très bien, c'était quoi déjà? Non, c'était Athalie. Ah oui. Comment ça faisait? C'était pendant l'horreur? C'était pendant l'horreur de quoi déjà? Et puis d'un coup, elle lève les mains au ciel, elle part dans sa tirade. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, Jézabel, devant moi, s'est montrée. Et elle avait un truc comme ça très, très, très naturel, comme on disait, de ces comédiennes qui, certes, avaient été formées dans des cours de théâtre, certes, ont fait du théâtre, mais qui arrivaient à incarner la femme à toutes les époques. Et tous les films de Micheline Prel, si on prend chaque décennie, c'est un peu cliché de dire ça, mais oui, c'est une femme de son temps. Ah oui, je pense qu'elle a vraiment influencé, elle a été l'image de la femme des années 60 pour des millions de Françaises aussi. Contrairement à Danielle Darieux, qui, dans les années 60, je suis désolée, a un problème capillaire. Dans sa coiffure, elle se mémérise un peu, tandis que Micheline Prel va incarner un truc beaucoup plus. Je pense qu'elle a lancé une mode de coiffure, j'en suis sûr, comme Jennifer Aniston dans Friends à cette époque. Ça, c'est évident, elle a une coiffure magnifique. Et Michel Morgan tourne moins, donc c'est vrai qu'elle prend vraiment le virage qu'il y avait à prendre. Et puis, tous ces nouveaux réalisateurs avec qui elle va tourner. Et encore une fois, elle est gonflée parce que ça marche, ça fonctionne. Déjà, le pari était osé, ça fonctionne du feu de Dieu, et elle dit non, moi j'arrête au bout de 3 saisons, enfin c'était pas vraiment une saison, c'était un nombre d'épisodes assez long, mais elle dit j'arrête, j'en ai marre. Et donc pas le choix. Elle voulait prendre du plaisir en travaillant, tout simplement. Et quand on n'en prend plus, elle fait autre chose. Et effectivement, elle va tourner, donc elle va ne jamais cesser de tourner, avec, on l'a dit, avec René, avec Demi. Et ensuite, il va y avoir un petit passage à vide ensuite dans les années 70-80, évidemment. Mais elle va rencontrer des jeunes cinéastes des années 80, qui étaient toute la bande autour de Paul Vecchiali, en fait, qui est mort il n'y a pas longtemps. C'était Gérard Frocouta, c'était Jacques Davila. Elle aimait beaucoup Jacques Davila. C'était Pierre Zucca. Et puis aussi des femmes réalisatrices, à commencer par Tony Marshall, sa propre fille, qui va la faire tourner. Et aussi Marie-Claude Tréchoux, qui va... donc elle est ouverte à des propositions de cinéastes qui, à l'époque, sont inconnus et qui viennent la voir. Elle dit oui, banco. Et elle suit... elle avait toujours envie
de se faire emporter par une nouvelle aventure cinématographique. La chance qu'elle a eue, c'est qu'on vienne la voir malgré tout. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actrices qui n'ont pas eu cette chance, je pense aussi, qu'on vienne les solliciter. Oui, mais je pense que entre cinéphiles, entre passionnés du cinéma, on se rencontre. Par exemple, on peut se voir... là, par exemple, régulièrement, je vais voir les films à la Cinémathèque française. Eh bien, il y a certains acteurs, certaines actrices qui sont souvent présents. Donc, ça peut... Si un jour, j'ai envie de faire appel à l'un ou l'un d'eux, à l'une ou l'un d'eux, voilà, je sais qu'ils sont des passionnés de cinéma. Et donc, quand on a la même passion, ça permet, je pense, plus facilement des rencontres aussi. Oui, ça, en fait, c'est sa curiosité, encore une fois, qui a dû l'amener à rencontrer ces jeunes réalisateurs et réalisatrices. Bon, elle ne va pas faire non plus que des grands films, hein, Lou. Malheureusement, Micheline a aussi fait quelques petits nanars. Il faut dire que... Pas très peu, moi. Depuis l'émission avec Alice Sapritch, nous avons une démangeaison nanar qui nous gratte depuis 2-3 émissions. Et en fait, trouver un nanar dans la carrière de Micheline Prel, c'est pas facile. Et non, c'est vrai. Parce que c'était quand même si ce ne sont pas de grands films, dans l'ensemble, ça se tient. Tout ça se tient très bien. On a hésité à vous parler de Deux grandes filles dans un pyjama, qui, je pense, ne devrait pas passer de Jean Giraud, je crois. Oui, voilà, mais qui est un peu compliqué pour se concentrer sur un film. C'est vraiment un partage qu'on vous fait, un film incroyable, qui s'appelle « Je te tiens, tu me tiens » par la Barbichette, où, je vous l'accorde, Micheline Prel n'a pas un rôle énorme, mais pour vous parler de Jean-Yann avec énormément de plaisir. Alors, au départ, on se dit, bon, c'est un Jean-Yann, on est habitué à la satire habituelle qui montre de la société, on est très content. Le synopsis, je vous le lis, ça ne paye pas de mine. Donc, c'est l'histoire de l'inspecteur Chodac, qui est chargé d'enquêter sur l'enlèvement de Patrice Ranguin, l'animateur vedette de la chaîne AF4. Toute référence à TF1, Antenne 2 de l'époque, voilà. Il se rend vite compte que malgré les apparences, Ranguin n'est guère apprécié de ses collaborateurs. Aussi décide-t-il de mener son enquête dans les studios. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, parce que c'était sans compter l'arrivée du disco. Parce que oui, c'est un film où on a du disco en permanence. Par-dessus les dialogues, dans les émissions de télé, partout, c'est du disco à tel point que, comme tous les nanars, et il faut dire que c'est ce qui marche, hein, on a un casting délirant. Vous avez aussi bien Micheline Prel, Jacques François, que Carlos, Mort Schumann, David Carradine qui donne des leçons de kung-fu. C'est vrai. Nous avons aussi les Village People, à noter quand même. Et donc c'est tout un micmac à la télévision. Il y a Jean-Pierre Cassel quand même. Et il y a Jean-Pierre Cassel qui fait l'animateur du jeu La Barbichette. Et oui, Affida Turner n'a rien inventé, puisque c'est un concours où il y a quand même quasiment 200 000 francs à gagner à la clé si on ne rigole pas. Donc tout ce film, c'est une enquête policière assez banale, avant qu'on se rende compte que le pauvre Ranguin, qui est donc joué par Michel Duchossois, et qui a été kidnappé par le groupe Action Liberté, en fait, il s'est un peu kidnappé lui-même, parce que lui, qui est un animateur vedette du disco et qui adore jouer du piano, en fermant la portière de sa bagnole, il s'est coupé un doigt. Et pour pouvoir se faire poser une prothèse bio-ionique, comme on dirait dans L'homme qui valait 3 milliards, il lui faut 1 milliard de francs pour pouvoir se payer sa prothèse. Et donc, là-dessus, se lance une énorme cagnotte à la télévision avec plein de personnalités qui vont chanter dans la rue pour récupérer de l'argent et aider ce pauvre Patrice Ranguin. Donc, si vous aimez le disco, les acteurs et les costumes, et Carlos et les costumes années 70, il faut voir absolument Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette. Tu l'as vu, Frédéric? Je l'avais vu à l'époque, je n'ai pas eu envie de le revoir depuis, mais en t'écoutant, ça me donne soudain... Ah non, mais c'est... On a parlé de Micheline, elle ne va jamais quasiment cesser de tourner, avec Tony Marshall, on l'a dit. Elle va apparaître une dernière fois donc, dans ton film, Je veux être actrice. En 2016, elle a quand même 96 ans, 95 ans, je suppose. Donc c'est quand même assez incroyable. Et elle va se retirer un petit peu du cinéma pour aller à la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne pour fêter son centenaire. Est-ce que vous connaissez un petit peu, Frédéric, Lou, je crois que vous connaissez un petit peu cette maison qui est assez incroyable. Qu'est-ce qu'elle a Je la connaissais de nom avant de la connaître pour de vrai grâce à Micheline, puisque une fois qu'elle y a été, j'ai été lui rendre visite forcément. Elle restait toujours vive d'esprit, toujours curieuse. Elle avait pas mal de visites et donc c'était toujours un plaisir d'aller la voir.
Donc c'était une maison de retraite pour comédiens Pour comédiens, artistes. Alors c'est pas, pour ceux qui ont vu La fin du jour de Julien Duvivier, ça n'est pas ambiance La fin du jour avec des vieux comédiens à se tirer dans les pattes. Non, faut dire que c'est une très belle maison de retraite où se côtoient anciens peintres, photographes et Micheline, qui était, il faut le dire, un peu la star de la maison. Moi, je me souviens de prendre un verre avec elle, et il y a un monsieur qui passe et qui s'arrête, qui devait avoir, 85 ans. Elle avait déjà ses 100 ans, et il lui dit « Madame Prel, si vous saviez comme j'étais amoureux de vous quand j'étais jeune. » Et donc, il y avait quand même des témoignages de beaucoup de gens. Elle avait des fans qui lui rendaient encore visite, même si parfois, pour la famille, c'était pas très évident de gérer encore cet afflux de gens qui voulaient absolument prendre des photos avec elle, alors que... Mais elle est restée avec un instinct de vie extraordinaire. Je me rappelle sur Hitler à Hollywood, c'était quelques années avant, 10 ans avant qu'elle soit à cette maison de retraite. On tourne la journée et le tournage se termine, on dîne ensemble. Il est 11h du soir. Elle me dit « Mais Frédéric, on va quand même pas aller se coucher. » Et donc on tournait ce jour-là à la mer du Nord en Belgique, et on s'est promené le long de la mer sur la digue jusqu'à 1h du matin. Ah oui ? Oui. La chance. Alors qu'on tournait le lendemain à 8h. D'accord. Et donc c'était son souhait à elle. Elle avait une force de vie incroyable. Et je suppose que le lendemain matin, elle avait la pêche. Absolument. Et toi, les petits yeux, là. Oui. Voilà, c'est un peu ça, oui. Alors, on va faire un petit jeu, si tu veux bien, Frédéric. C'est la tradition dans les bobines, il y a toujours un petit jeu à la fin. Ce sera un jeu de rapidité. Il va falloir être assez fort. On l'a dit, Micheline Prel a été une des doyennes du cinéma français. Elle a été plus que centenaire. Ce n'est pas la seule à avoir été centenaire. Donc je vous propose, sur un petit peu à la manière de question pour un champion, de vous définir un acteur, une actrice, et de deviner qui c'est. Donc sachant que ce sont forcément des centenaires. Attention, c'est une rapidité, mais ce ne sera pas forcément les plus évidents, je vous le dis. Oh là là, je suis très mauvais à ce genre de jeu. Ah bah c'est parfait alors. Alors ça commence, attention, est-ce que vous êtes prêts donc ? Je suis né en 1911. Je fus principalement comédienne de théâtre, de doublage, notamment de Judy Garland ou encore Esther Williams. Outre ma longue carrière, ma descendance a marché dans mes pas, comme mes filles Françoise et Catherine, ou encore mes petits-enfants Christian et Chiara. Je suis... René Simoneau. René Simoneau, bravo Lou, bravo, qui a quand même eu 109 ans et qui s'est éteinte à 109 ans en 2011. Qui est donc la mère de Catherine Deneuve et de François d'Orléac. Tout à fait. Oui. Elle a été effectivement... Je ne savais pas qu'elle avait été vécue aussi longtemps. Je l'ignorais moi aussi. Mais oui. Et il n'y a pas longtemps, puisqu'elle est décédée. Je ne savais pas qu'elle avait fait la voix de Judy Garland. Oui, mais c'est pour ça qu'on apprend des choses aussi. Alors, attention Frédéric, il faut se reprendre. Né en 1908, je suis un réalisateur à la longévité inédite, car j'ai tourné mon dernier film à 105 ans. Manuel d'Oliveira. Exactement, bravo. J'ai fait rayonner dans le monde entier mon pays natal, le Portugal, à travers le monde, et je fais une apparition face à Maria de Medeiros dans Hitler à Hollywood de Frédéric Saucher, comme par hasard, je suis Manuel d'Oliveira, qui s'est éteint à 106 ans en 2015. C'est incroyable également ça. Ce qui est formidable, c'est qu'il a tourné presque jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi. ça. Parce que ça quand même demande un petit peu d'énergie de réaliser un film. L'important, c'est de rester en vie et de partager ce qu'on aime jusqu'au bout. Voilà. Et ça va être une belle rencontre avec Maria de Medeiros en plus. Maria de Medeiros, c'est quelqu'un de... Elle s'est très bien entendue avec Micheline Prel d'ailleurs aussi. C'est quelqu'un de formidable puisqu'elle est réalisatrice, actrice et qu'elle est polyglotte aussi. Elle parle couramment 5 langues. Pour l'instant, elle joue au théâtre à Barcelone, par exemple. Ah oui. Troisième personne, donc là, un partout. C'est parti. Actrice, j'ai commencé ma carrière en 1932 à Hollywood et j'ai joué dans L'Homme Invisible de James Whale, dans Gold Digger de 1935 de Busby Berkeley, entre autres. Mais c'est à 87 ans que ma carrière explose grâce à mes grands yeux bleus et à mon gros diamant jeté à la mer. Je suis... Oh merde, elle est dans Titanic. J'ai pas le nom. C'est bien elle, c'est Gloria Stuart, qui s'est éteinte à 100 ans en 2010. Et c'est vrai que son plus grand rôle a été à 87 ans quand même dans Titanic. C'est la grand-mère, c'est la dame qui incarne Rose. Voilà. Mais je n'ai jamais été au bout de Titanic. Donc c'est vrai. Ah bah regardez pas la fin, ça se finit assez mal. Je ne veux pas vous griller, mais bon. Alors, 2 points pour Lou. Attention, nouvelle personnalité. Actrice née en 1917, connue pour Maguire. J'ai eu une longue carrière dans le Non, pardon. Dans le musical, c'est pas grave. Non, avant de connaître le succès grâce à Clouseau, pendant l'occupation, j'ai collaboré Suzy de l'air, effectivement. 103 ans. Collaboré à de nombreux films de la Continentale. Je ne sais pas si c'est le terme. J'ai même fait une tournée en Allemagne qui m'a causé des petits soucis. J'ai ensuite joué la femme de Funès dans Rabbi Jacob. Je suis Suzy de l'air. 102 ans en 2020, effectivement. C'était éteinte il y a peu de temps également. Tu l'as pas connu non plus? Non, j'ai connu Arletty, mais pas Suzy de l'air. Arletty, la chance. Ça, c'est... Oui, effectivement, je crois qu'il est décédé. Elle va avoir 93 ou 94 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et tu l'as connu sur la fin de sa vie également ou Elle a
participé à un film que j'ai réalisé. Ah, Oui. ah bah ça j'ignorais, d'accord. Ok. Ah bah quelle chance, dis donc. Alors, avant-dernière personnalité, actrice, je suis née à Tokyo en 1916, je me suis installée à Paris en Olivia de Havilland. Oui, bravo. Installée à Paris. Tu me bats à plat de couture. Non, mais faut dire que moi, comme c'est... J'ai voulu brouiller les pistes, mais bon. Installé à Paris en 1953, j'ai tourné un grand nombre de films, notamment avec Errol Flynn ou Cary Grant. Je connais le succès grâce à un petit film indépendant adapté de Margaret Mitchell en 1939. Connue pour la rivalité avec ma sœur, je deviens la première femme présidente du jury à Cannes en 1965. Je suis Olivia de Havilland, 104 ans en 2020. Elle nous a quittés il y a Par rapport peu de au temps. jury de Cannes, peut-être une petite parenthèse. Bien sûr. Micheline Prel, en 1959, est membre du jury et c'est cette année-là que les 400 coups reçoivent un prix à Cannes. Ah. Et donc, tu disais tout à l'heure qu'elle n'a pas été remarquée par les réalisateurs de la Nouvelle Vague, mais en tout cas, elle les a avait mis en valeur les 400 coups de Truffaut. Ah oui, bah c'est intéressant ça. Et dernière actrice, j'espère que pour toi ça va être le moyen de faire égalité, hein, Frédéric. Non, parce qu'elle a déjà 3 points. Donc 3 points, oui, c'est vrai. juste pour l'honneur. D'accord, ok. Bon, alors on va dire que celui qui Non, gagne mais la remporte tout. Olivia de Havilland, je le sentais venir. Tu le sentais venir, Je le bon sentais d'accord, venir. mince. Alors, dernière personnalité, actrice, je suis née en 1910, je suis un petit rat de l'opéra de Paris dès 7 ans et rend fou d'amour Stavisky lorsque j'en ai 14. Ma carrière dans l'opérette m'amène vers les plateaux de cinéma où je donne la réplique à Gabin, Bourvil, Arletty, Louis Jouvet. J'ai interprété Bécassine dans l'adaptation de la bande dessinée de Pierre Caron. C'est ma rencontre avec le fils d'un peintre célèbre qui va marquer ma carrière la même année en 39 dans le film La règle du jeu. C'est Paulette. C'est Paulette Dubost, effectivement. Tu voulais dire Pauline? Non, Paulette Dubost. Paulette Dubost qui a eu effectivement 100 ans. Non. Allez, on va dire égalité. Allez. Bon, on aurait pu citer également Daniel Darieux, Kirk Douglas, Bob Hope, Gisèle Kadatsu. Aussi, oui. Mais voilà, donc tous ces centenaires. C'est vrai que, alors, petit conseil lecture, si, chers auditeurs, vous n'avez pas lu l'autobiographie de Paulette Dubost, c'est absolument un régal. Elle écrit comme elle parle, et bon, elle raconte beaucoup de potins et elle dit des choses pas très gentilles, contrairement à Micheline Prel, mais c'est assez amusant d'avoir une grande dame comme ça qui raconte les coulisses, et effectivement, histoire d'amour invraisemblable. Et alors, avant de nous quitter, Frédéric, bon, désolé, hein, je suis obligé de te dire que tu as perdu, Frédéric, mais c'est pas grave. La prochaine fois, peut-être. Il faut être un bon perdant. Avant de nous quitter, justement, est-ce qu'il y aurait un film que tu conseillerais particulièrement à nos auditeurs avant de voir de Micheline Prel. Bien sûr, bien sûr. Donc, on en a déjà parlé, c'est Félicie Nanteuil, puisque c'était le film préféré de Micheline Prel, et que c'est un film passionnant parce qu'il raconte l'histoire son rôle, c'est comment elle va devenir comédienne de théâtre, et donc avec une histoire d'amour aussi, bien évidemment. Et donc, c'est une sorte de mise en abîme, de jeu de miroir sur le métier d'actrice. C'est de Marc Allégret, si je dis pas de bêtises. Absolument. C'est ça. D'accord. Donc Félicie Nanteuil, et toi, Lou, une recommandation? Moi, toujours la Nuit fantastique, je n'en démords pas, qui est un des petits bijoux du cinéma fantastique de l'occupation, et aussi pour Fernand Gravec, il faut le dire, est vraiment beau gosse dans ce film. Compatriote, puisque je suis belge. Les meilleurs acteurs français sont belges. Les meilleurs français sont belges aussi. C'est la fin des bobines. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à toi, Frédéric. Alors, on rappelle que tes films sont disponibles en VOD, en VOD ou en DVD. Et que tu sors également un premier roman, si je ne dis pas de bêtises, qui s'intitule Fuck Off, aux éditions Léo Cher. De quoi ça parle, Fuck Off? Ça me rappelle une insulte en anglais, mais bon. Alors, Fuck Off, ça pourrait donner lieu à un film éventuellement. C'est l'envers du décor de l'université, tant du côté des enseignants que du côté des étudiants. J'espère que c'est drôle. Donc, puisque je suis aussi prof à la fac, je me suis inspiré de ce que je connais pour écrire un roman, parce qu'il y a quelque chose de très romanesque dans le rapport entre enseignants et étudiants à l'université et dans un univers kafkaïen qui gagne à être connu. Mais est-ce qu'on peut reconnaître des supérieurs de l'université dans ton roman? L'idée, c'est pas de reconnaître qui que ce soit. L'idée, c'est de m'inspirer de ce que je connais pour faire quelque chose qui soit, je l'espère, drôle et qui dise, par exemple, tout ce qui se passe actuellement dans notre société, les manifestations étudiantes, eh bien, il y a des échos de cela dans le livre. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir comment ça marche. Voilà. Donc on rappelle le titre, Fuck Off aux éditions Léo Cher. Oui, et puis bien sûr, si jamais vous êtes amoureux du cinéma français comme nous, sachez qu'à la Filmothèque du Quartier Latin, on continue l'écran français où au mois de juillet, nous recevrons Claude Lelouch qui viendra nous parler de L'aventure, c'est l'aventure. On ouvre un peu plus sur le cinéma des années 70. Donc venez en salle redécouvrir ces films. À la Filmothèque du Quartier Latin. Exactement. J'ai envie de dire qu'il y aurait bientôt un livre sur les films de Claude Lelouch. Un livre important qui devrait paraître, je pense, en octobre. T'as un rapport avec ce livre ou... Aucun rapport personnel. D'accord. C'est
Une envie. C'est pas un prochain parce que je vois que tu as beaucoup de livres aussi. Donc, merci beaucoup. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast. Julien me refait les gros yeux, j'ai bien dit le point. Et bien sûr à vous abonner sur toutes les plateformes. Alors on est sur Spotify, Deezer, Apple Music et même sur YouTube pour envoyer à vos grands-mères. Donc si vous écoutez pas, c'est que vraiment vous voulez pas. Merci beaucoup Lou, merci Frédéric et à bientôt. À bientôt. Salut.